Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui explore la médecine et les innovations en gynécologie et obstétrique. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Imane Mbarek-Jovion, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Beaujon. Pour cet épisode, nous plongeons dans le monde de la cardiotocographie automatisée, décryptage avec notre invité du jour. Bienvenue, Dr Ben Mbarek, bienvenue Imane, quel plaisir de recevoir une collègue et amie de la GOF sur la chaîne du micro des gynécos aujourd'hui pour discuter d'un de tes sujets d'expertise, l'analyse automatisée du CTG. Bonjour Océane, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, peut-on commencer par se rappeler un peu à quoi correspond l'analyse automatisée? C'est quoi exactement, Imane? Alors, l'analyse automatisée de la cardiotomographie, c'est en gros toute analyse qui va passer donc la cardiotomographie, donc le rythme cardiaque fœtal et les contractions utérines, qui va se faire sans aide visuelle humaine. Donc, à chaque fois qu'on n'interprète pas visuellement le rythme avec nos recommandations, on fait de l'analyse automatisée avec un algorithme. Alors, typiquement, vous en connaissez des analyses automatisées. La VCT peut être considérée comme une analyse automatisée. Le Dose-Redman, Oxford System. Tout ça, c'est des analyses automatisées. L'alarme, quand une alarme s'enclenche parce que le rythme il est en dessous de 110 ou 100 battements par minute en fonction de comment elle a été réglée, au final, c'est une analyse automatisée parce qu'un algorithme a été construit pour créer une alarme quand telle situation apparaît. Donc l'analyse automatisée de la cardiotomographie, c'est quelque chose qu'on utilise un peu au quotidien. L'idée nouvelle de la cardiotomographie automatisée, c'est que on pourrait se dire qu'elle va peut-être dépasser juste l'alarme, dépasser juste la VCT, et qu'on pourrait carrément interpréter le rythme cardiaque fœtal et les contractions utérines de manière automatisée pour leur interprétation. C'est-à-dire pour définir si un rythme va être pathologique, va être normal, pour définir si ce type de rythme, ce type de caractéristique de signal peut être associé à une acidémie néonatale, peut être associé à un Apgar-BA ou peut être associé à une issue néonatale plus sévère. Et donc cet algorithme, il est basé sur quelles guidelines? Donc un algorithme, au final, ce n'est qu'un modèle mathématique à qui on peut soit lui définir ce que c'est que un rythme, et donc selon nos définitions à nous, c'est-à-dire que une ligne de base, elle doit osciller entre 120, 160. Une accélération est définie par telle définition, une décélération est définie par telle définition, et on va donner ces indications à l'algorithme, l'appliquer au signal, et derrière, cet algorithme peut décortiquer le signal sous forme de caractéristiques qu'on a prédéfinies. Et donc ça, c'est des modèles qui sont un peu plus basiques, mais qui sont peut-être aussi les plus fréquemment utilisés actuellement. Les alarmes, quand elles sonnent, les alarmes des centrales, quand elles sonnent, c'est qu'il y a un algorithme derrière qui a repéré que la ligne de base, elle est en dessous d'un certain seuil qu'on avait prédéfini, ou au-dessus d'un certain seuil, ou qu'il y avait un manque de signal. Au final, c'est un algorithme qui a déclenché cette alarme. Des algorithmes, donc il y en a plusieurs. Maintenant, de plus en plus, on va utiliser, grâce à l'avènement des modèles qu'on appelle d'intelligence artificielle plus complexes, on va pouvoir complexifier aussi notre analyse et lui demander non pas d'interpréter le signal comme des recommandations, mais de carrément associer un signal à une issue néonatale ou obstétricale. Donc la différence, on pourrait dire, entre les algorithmes utilisés dans l'analyse automatisée et les alarmes, c'est que l'analyse automatisée, c'est un peu un regroupement de plusieurs alarmes, enfin de plusieurs algorithmes, des plusieurs algorithmes qu'on utilise dans les alarmes. Et puis c'est à nous de le programmer en fonction de ce qu'on décide.
Ouais, je sais qu'on va le dire différemment, sinon ça va être perturbant. Je pense que c'est pas mal de garder l'idée que l'analyse automatisée, la cardiotomographie, c'est vraiment de se dire qu'on va enlever le regard humain et enlever cette interprétation visuelle qu'on a de la cardiotomographie et de l'automatiser, c'est-à-dire qu'on va juste demander à un algorithme de le faire à notre place. Et quand on veut demander à un algorithme de le faire à notre place, il y a différents niveaux d'algorithmes. Il y a des algorithmes, on va dire, basiques qui vont aller juste, on va définir un rythme et définir des caractéristiques, des variables, des caractéristiques du signal, des patterns du signal qu'on va rentrer dans une formule. On va lui dire, par exemple, que une ligne de base, elle va être normale quand elle va être entre 110 ou 120 battements par minute à 160. On va lui définir ce que c'est qu'une accélération. On va lui définir ce que c'est qu'une décélération. Et puis derrière, lui, il va juste ressortir, par exemple, des signaux tels qu'on les a caractérisés, mais de manière automatique. Il y a des modèles qui vont être beaucoup plus euh, qui vont être pas dirigés et aidés par des guidelines, mais aidés par les données elles-mêmes. Donc typiquement, genre de régression logistique, qui vont apprendre non pas grâce aux guidelines uniquement, mais aussi avec des données. C'est-à-dire qu'on apprend le signal avec des données structurées, c'est-à-dire on sait à quel seuil de pH, par exemple, correspond à tel signal, à quelle issue obstétricale et néonatale correspond à tel signal. Et à partir de là, on apprend euh, à définir, grâce au signal, un outcome. Et puis après, on a des modèles encore plus complexes qui vont pas utiliser des modèles de régression logistique, mais des modèles beaucoup plus récents, plus innovants, des modèles des réseaux de neurones, donc des modèles d'intelligence artificielle, qui cette fois-ci, de manière peut-être beaucoup plus obscure, mais en tout cas, on va leur donner en entrée un signal annoté, associé à, à une issue qu'on aura développée, et puis après, on va demander à ces réseaux de neurones de trouver un lien entre le signal et l'issue qu'on a définie pour prédire ce qu'on veut prédire sur un signal. Le plus souvent, on veut prédire un bon pH ou un bon Apgar ou une bonne issue néonatale. Donc c'est pour ça que l'analyse automatisée de la cardiotomographie, ça, c'est vraiment un ensemble. L'idée, c'est de diminuer cette variabilité interobservateur en enlevant le regard juste humain à son interprétation. C'est vrai que c'est intéressant, mais je me demande, vu qu'il y a pas autant de données que ce qu'on aimerait, qui lie les outcomes à tel pattern spécifique ou finalement, est-ce que, vraiment ça va améliorer, les outcomes cliniques de se passer de l'œil humain? Parce que c'est pas comme si on avait, énormément de données qui lient, des paramètres, spécifiques et individuels à, tel Apgar ou tel pH ou donc finalement c'est quand même un réglage humain pour se passer du visuel humain. Ça fait partie un petit peu des débats autour de l'analyse automatisée, non? Oui, exactement. En fait, ce que tu soulignes 2 points importants. Le premier, c'est, il y a pas beaucoup de patterns, en effet, donc c'est-à-dire que c'est l'événement qu'on veut prédire, ou en tout cas qu'on veut éviter, il est heureusement rare. Mais il est rare, mais aussi très morbide, donc c'est quand même des événements qu'on a envie de détecter à temps et qu'on voudrait éviter. Et donc plus l'événement est rare et plus il faut une puissance importante quand on fait de la recherche euh, et des stats un peu plus poussées pour essayer justement de prédire cet événement rare. Donc c'est pour ça que comme c'est rare, il faut beaucoup de données de beaucoup d'endroits aussi, de multicentriques, parce que les prises en charge vont être différentes d'un centre à l'autre. Donc il faut des larges données, ce qui est très compliqué en obstétrique parce que l'accès aux données brutes de cardiotomographie, il est de plus en plus universel, mais il n'est pas forcément simple pour des raisons à la fois d'éthique, à la fois d'accessibilité avec
des fournisseurs ou des anciennes centrales qui sont pas forcément exploitables. Et il faut y associer en effet des données obstétricales et tout aussi larges. Donc ça veut dire des données informatisées pour permettre une extraction massive. Ce qui complique donc l'accès aux données et donc la constitution de modèles assez précis pour pouvoir générer la prédiction qu'on voudrait. Et après, c'est la fameuse question, c'est pour ça qu'à chaque fois je parle d'issue, et c'est qu'est-ce qu'on veut prédire en effet? Est-ce qu'on veut prédire un pH? Est-ce qu'on veut prédire un Apgar bas? Est-ce qu'on veut prédire une admission en néonat et en réa? Est-ce qu'on veut prédire une mortalité néonatale, qui est encore un événement encore plus rare? C'est toute la complexité et c'est pour ça que l'œil humain, il sera toujours important parce que c'est à nous de déterminer ce qu'on veut prédire. Et ce débat, il n'est pas totalement clos parce que si on pose la question à un pédiatre, un obstétricien, une sage-femme ou même aux patientes elles-mêmes, eh ben, on voudra pas forcément le même critère de jugement. Tout à fait. Est-ce que du coup, il y a des regroupements de centres, des bases de données qui s'organisent pour que dans un avenir, proche ou moins proche, on puisse, davantage, exploiter l'analyse informatisée du CTG? Alors, il existe des bases de données ouvertes, open source, malheureusement pas beaucoup et elles sont à chaque fois de faibles effectifs. Mais c'est vrai que dans l'avenir, il sera nécessaire de faire un sorte de registre de cardiotomographie de qualité euh, pour pouvoir à la fois construire et valider des modèles. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité parce qu'il y a des règles, notamment d'RGPD, qu'il faudra respecter. Euh, enfin, c'est quand même des données patientes. Donc, il y a toute une réglementation européenne qui les protège. Mais c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est sur tous les workshops autour de la cartographie automatisée. En tout cas, cette question du partage de données se pose, mais on se rend compte que ce n'est pas encore, enfin, c'est encore difficile. Vu que l'accès des données est difficile, le partage l'est encore plus. OK. Et est-ce qu'il y a des, centres du coup qui utilisent déjà, dans la vie de tous les jours l'analyse automatisée du CTG? Alors, l'analyse automatisée de la cardiotomographie, elle n'a pas encore fait ses preuves. Il y a des belles études qui ont été faites, notamment, je pense au Infant Trial, qui a réussi à faire une étude randomisée, prospective, multicentrique, qui a pu inclure plus de 40 000 patientes avec un critère de jugement composite de morbidité néonatale. Et ils ont comparé donc un bras de cardiotomographie automatisée versus pas d'accès à cet outil. Et la conclusion de cette étude était qu'il n'y avait pas de différence significative, en tout cas pas de différence entre les deux groupes, que ce soit sur les critères de jugement principal, mais aussi secondaire. Enfin, en tout cas, les deux groupes étaient comparables. Il y avait même plus de pH au scalp dans le groupe qui avait accès à l'analyse automatisée. Donc en tout cas, quand on a essayé d'introduire l'analyse automatisée dans une salle de naissance, ça n'a pas marché. Alors après, cette étude elle a plusieurs limites. La première, c'est elle date déjà des années 2010. L'avènement de l'IA en santé, il est plus autour des années 2020 que plus tôt. Et donc l'outil n'a pas vraiment été intégré dans la pratique courante. C'est un outil qui était peut-être un peu basique dans sa construction. Et en tout cas, ça a mis en avant qu'il faut pas juste faire un modèle, il faut aussi trouver sa place dans la pratique clinique. Et c'est au final un des plus gros challenges de l'IA en santé. Ce n'est pas tant de créer le modèle ou d'avoir les bases de données, parce que bien sûr, les bases de données, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles soient de qualité. Il faut que le modèle soit construit et qu'il soit pertinent et performant. Mais il faut surtout que nous, professionnels de santé, il faut qu'on y trouve un intérêt et qu'on l'utilise. Et trouver un intérêt, il faut donc déjà qu'il soit performant, le modèle. Et puis surtout, il faut pas se dire qu'il va nous remplacer. Il faut pas se dire qu'il va décider à notre place.
il faut trouver quelle va être son utilité. C'est plus une aide décisionnelle, une aide à l'interprétation, et donc améliorer nos compétences globales de prédiction de l'hypoxie ou l'acidémie fœtale, plus que il va interpréter le signal à notre place. Et tout le challenge des futures années, ça va être ça, ça va dire convaincre les professionnels que cet outil va améliorer nos pratiques et trouver sa place dans notre, notre manière d'interpréter la cardiotopographie. D'accord. Donc, si on synthétise cet épisode, l'analyse automatisée du CTG, c'est une facilité qui existe, qui est en train de se développer parce que maintenant elle est basée vraiment sur l'intelligence artificielle. Néanmoins, il faut encore qu'on trouve comment la paramétrer. Donc, déjà, voilà, quels guidelines, quels patterns pour quels outcomes, etc. Et ensuite qu'on trouve sa place en clinique. Donc, c'est plutôt pour l'instant quelque chose qui s'adresse au futur proche plus qu'à l'applicabilité immédiate. Est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est exactement ça. C'est que les modèles arrivent, mais ils n'ont pas encore trouvé exactement leur public et leur place dans le raisonnement. Très bien. Merci beaucoup, Iman, pour cette participation. Eh ben, merci, Océane. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.